Bonjour Philippe, alors pourquoi, quand et comment C'est filmé en plus. la poésie, notamment poésie expérimentale et poésie numérique? Alors moi j'écris de la poésie depuis que je suis tout petit, hein. Je ne sais plus à quel âge j'ai commencé. Je sais que mes premiers textes c'était sur mon hamster quand j'étais très jeune. Donc, et puis j'ai fait des études de physique, ça c'est mes études, c'est ma base, hein. Et à l'âge de 20 ans, j'ai découvert la programmation. Donc, alors à l'époque, il faut voir ce que c'était, hein. Il n'y avait pas d'ordinateur en fac, hein. C'était en 1977, il n'y avait pas d'ordinateur. Nous, on n'avait pas accès aux ordinateurs. En revanche, on avait des cours de basique. Et là, j'ai trouvé un événement qui avait vraiment fait tilt, c'est le if-then. Parce que dans le langage, on peut dire si, ceci, alors cela, sinon non. Mais quand on le dit ou qu'on l'écrit, on a la totalité des possibilités. Or, un programme, si la condition est vraie, il se passe quelque chose et la personne qui est devant l'écran ou sortie de l'imprimante ou tout ce qu'on veut, de l'autre côté, ne se rend même pas compte qu'il aurait pu y avoir une alternative. Autrement dit, venir à la littérature programmée, puisque j'ai commencé à faire du coup de la littérature programmée sans ordinateur, en inventant un langage dans lequel, ça je le décrirai, dans lequel c'était le lecteur en fait qui réalisait les instructions. Mais donc ça c'est quelque chose d'absolument fondamental qui va jouer pour toute la suite un point très important, c'est que je n'ai pas utilisé un programme pour faire de la poésie. La question n'est pas là. C'est pas une question d'utiliser un moyen technique ou pas pour faire de la poésie. Donc je ne suis pas dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, ou ce qu'on appelle depuis pas mal de temps d'ailleurs, la poésie assistée par ordinateur. Non. Le programme, c'est une question de langage. Et c'est une question de langage avec cette dimension, dans ce cas-là, très particulière, qui est que, du coup, tout le texte devient performatif. C'est le rôle de l'exécutable. Le code qu'on écrit est un texte performatif de A à Z. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, révolutionnait complètement le langage. Alors, du coup, on part sur la génération. Et ces premiers textes que j'ai faits à cette époque-là, 1977. 1977, 77, 78, il y en a eu plusieurs qui ont été publiés dans une revue papier que j'avais à l'université et avec une théorie, puisque moi je suis aussi théoricien depuis le début, donc en même temps, qui était la poésie matricielle. Alors en quoi ça consistait? Eh bien il y avait des poèmes qui étaient indépendants, donc sous forme de matrices, c'est ce que j'appelais les matrices, et le programme principal qui était au centre, donc c'était des instructions qui disaient tu vas chercher une image là, et puis si tu as pris celle-là, alors tu vas chercher autre chose là, etc. Et donc on construisait comme ça ce que j'appelais un surtexte, c'est-à-dire un texte qui se trouve au-dessus de toutes ces matrices. Avec une idée derrière la tête, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, je pense que oui, c'est que quand on a lu, donc l'idée c'était de lire d'abord les matrices. Donc de lire les données, ce qu'on ne fait pas du tout avec un ordinateur. Donc on lit les données, et quand on récupère une donnée pour l'incorporer dans un autre texte, donc on est dans l'intertextualité, en réalité ce que l'on amène, c'est pas simplement le texte lui-même qu'on amène, ça c'est la grosse différence avec les générateurs et surtout avec les hypertextes, c'est qu'on l'a lu ce texte-là. Et donc on y intègre tout ce qu'on a lu et qui n'est pas écrit dans ce fragment-là. Et ça, pour moi, c'était vraiment un travail fondamental sur la lecture, c'est-à-dire une incorporation qui dépasse vraiment la taille du texte final que l'on fournit. Avec cette idée aussi, mais ça, à l'époque, je ne l'avais pas, mais bon, après, je l'ai eu en informatique, qui est que celui qui lit le texte qu'on a fabriqué ne peut pas le lire comme celui qui l'a fabriqué. Il y a une scission entre les lecteurs, il n'y a pas le lecteur n'existe pas en ce sens-là, il n'y a pas une homogénéité du lectorat. Alors on peut toujours dire, eh oui, un auteur, quand il relit son texte, c'est pas la même chose que quelqu'un d'autre qui l'a lu, mais là c'est plus que ça, parce que si on n'a pas lu les données, après tout, n'importe qui peut le faire, si on n'a pas lu les données, on ne peut pas lire de la même façon le texte qui a été fabriqué. Alors ça c'était donc 77-78, et puis il y a un copain
qui a fait une école d'ingénieur à l'époque. Il m'a dit, bah, ton truc, là, ce serait vraiment facile à mettre sur ordinateur. Est-ce qu'on peut le faire? J'ai dit, bah oui, vas-y. Donc en 80, ce texte-là ont été mis sur ordinateur. Et du coup, il m'a donné les listings, etc. Et j'ai trouvé ça, mais profondément inintéressant au possible. Alors que là, on était dans un vrai générateur, au sens où on l'entend avec Balp et compagnie. J'ai trouvé que le résultat était totalement inintéressant parce qu'il y avait une destruction complète du projet. Puisque là, on n'était plus sur un projet sur la lecture. Donc pour moi, la littérature numérique, c'est un projet sur la lecture. Avec une conception de ce qu'est la poésie. La poésie, il y a deux caractéristiques, celles que moi je fais. D'une, c'est le commando de la langue. Donc elle a pour fonction, et ça vient, ça j'ai lu après, des poésies post-concrètes, qui est de mettre la langue dans des endroits où elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que faire de la poésie expérimentale, c'est porter la langue là où elle est interdite, là où elle n'a pas lieu d'être, donc notamment à l'intérieur même des technologies. C'est pour ça que c'est un vrai commando. Voilà, commando. À la fois commando sur le langage lui-même, bien sûr, mais là les poètes concrets et surtout Process Poem ont fait quand même énormément de choses. Mais bon, on peut continuer, il n'y a pas de problème. On a continué après d'ailleurs. Mais voilà, donc littérature numérique par exemple, il manque le signe à l'intérieur d'eux. C'est littérature à l'intérieur du numérique, c'est pas la littérature faite par le numérique, comme toutes les définitions qu'on trouve. Donc ça, c'est une idée vraiment depuis le départ, commando de la langue, et le poème, c'est-à-dire la production de la poésie, c'est un modèle du monde vécu, un modèle au sens des physiciens. Modèle du monde vécu, c'est-à-dire quelque chose qui est autonome, qui n'a pas de rapport physique, charnel avec le monde, c'est une préparation, mais qui a sa cohérence propre et qui produit des résultats identiques à ceux du monde vécu. Et qu'est-ce qu'on a comme particularité, moi qui m'a intéressé dès le début, c'est l'irréversibilité. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas fait. Donc l'irréversibilité de la vie. Et ça aura des conséquences. Mais donc cette idée de faire cet intertexte, de faire ce travail sur la lecture, qui n'est pas du tout la conception classique de la génération de texte. On n'est pas dans la génération de texte. Ça explique pourquoi, bien que je fasse des générateurs, enfin qu'il y a de la génération, elle n'est absolument pas dans la veine de tout ce qu'on connaît en génération de texte. Donc, une fois que j'ai vu que bon, l'informatique c'était pas très intéressant, je me suis penché vers autre chose, qui était un mélange de graphisme, enfin pas du graphisme, mais plutôt de la couleur des formes et des textes, avec là aussi une règle de grammaire, parce que je suis très carré sur il n'y a pas de texte sans grammaire, mais ça on en reparlera aussi. C'est la grammaire qui fait le texte. C'est pas un texte dans une grammaire, c'est la grammaire qui crée le texte. Et là, dans ces textes-là, ben, j'avais la première fois, en fait, c'était de la signalétique. La couleur était essentiellement de la signalétique, mais il y avait quand même le montage graphique qui fait que c'est pas uniquement de la signalétique. Évidemment, les formes disent quelque chose, les couleurs disent quelque chose, donc on n'est pas dans la signalétique pure. Mais cette idée, en tant que signalétique, c'est que la première fois qu'une couleur apparaissait, et il y avait toujours un texte. Alors le texte pouvait être très linéaire, mais s'il y avait des couleurs à certains endroits, c'était les mots qui étaient le plus proche de la couleur la définissaient. Et avec cette idée, là c'était plus tard, hein, on était dans les années 82-83, donc là j'avais rencontré la mécanique quantique et commencé mes études de physique, puisque mon premier doctorat est sur les lasers. Et ça, la mécanique quantique m'avait vraiment fasciné. Et donc, cette idée d'avoir de la couleur et du texte, au début essentiellement du texte, au fur et à mesure de l'écriture, le texte va dans une direction, parce que lui, il est flexible, il est mouvant. Mais la couleur, non. Si elle était définie, elle reste avec cette signification. Et donc on peut arriver à un moment donné à ce qu'on appelle en mécanique, donc on est vraiment de la divergence, à ce qu'on appelle en mécanique quantique un système à deux niveaux. C'est-à-dire deux textes, un qui est de la couleur, l'autre qui est du texte, qui peuvent être antithétiques l'un de l'autre, qui peuvent s'opposer, alors avec cette idée qu'en plus on peut les lire ensemble.
Et ça, c'était génial parce que finalement, les gens, en fonction de ce qu'ils voyaient, qui réagissaient, je pouvais leur dire, bon, bah, vous, vous êtes quelqu'un de la langue, vous, vous êtes quelqu'un de du graphisme. C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit capable de lire ça, alors que tout était sous les yeux. Mais avec la culture, le truc interne, ils basculaient en donnant la priorité à l'un ou à l'autre. Et donc ça changeait la lecture. Il y a même eu un truc marrant, enfin je faisais une exposition à la Maison de la Culture d'Amiens, et puis il y avait Nissim Mercado, là il y avait un laser, bon, c'était un truc un peu sympa, pas un laser pour écrire, un laser pour faire un trait lumineux, parce que j'utilisais la physique comme élément grammatical, donc la lumière qui peut se transformer en fonction de ce qu'on met devant, etc. Et donc là, il y avait Nissim Mercado qui faisait aussi dans la même exposition quelque chose purement graphique, avec des couleurs les mêmes que les miennes en fait. Et puis alors il vient dans la salle, il dit « Ah ouais, c'est bien ce que tu fais, mais vire tous ces mots ». Et puis déjà à l'époque, tu avais rencontré d'autres poètes? Non, alors justement, j'étais tout seul dans mon coin. Alors, quand j'avais parlé de poésie programmée, de l'intérêt de l'informatique avec mes textes poèmes matriciels, c'était sur le campus scientifique. Je me suis dit, bah, les gens, ils vont adhérer. Oh là là, qu'est-ce que je me suis fait insulter. Jamais la poésie et l'informatique ne feront bon ménage. Bon, d'accord. Et donc, non, là, j'étais vraiment tout seul dans mon coin, personne ne comprenait ce que je faisais, et même moi. Et donc, à un moment donné, je me suis posé la question, mais ce que je fais, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la littérature? Et là, c'est la mécanique quantique, encore une fois, qui m'a donné la solution. Parce qu'en réalité, en voyant comment les gens réagissaient, je me suis dit, mais ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle une mesure en mécanique quantique. C'est-à-dire, on est dans un système à deux niveaux, qui est indécidable. Tu as deux niveaux absolument équivalents, mais au moment où tu vas dessus, tu fais une mesure, et là tu le fais basculer dans un niveau ou dans un autre. Donc la théorie de la mesure, pour moi, c'était exactement le comportement du lecteur. Donc je me suis dit, ben ça va, là il y a de la signification, donc on peut continuer. On peut continuer, mais évidemment, la mécanique quantique, ça ne peut être qu'une métaphore. Il faut trouver une théorie du lecteur pour expliquer ça. On ne peut pas rester au niveau de la métaphore. Mais bon, tout ça, ça a pris évidemment du temps. Alors, donc on a créé Mauvoir, qui était au départ sur poésie visuelle, etc. Enfin, j'ai eu aussi des expériences avec Pierre Garnier. On va peut-être rencontrer Pierre Garnier, qui a joué un grand rôle, notamment sur la gestion du langage, quoi, mélange des codes, et puis on avait créé un petit groupe qui s'appelait Utopie, et ma première exposition c'était à Beaubourg, tu vois. L'année où la journée de la poésie a été créée, ça c'était marrant aussi. Il y a une copine, je lui ai dit, bon, la journée de la poésie, elle me dit, mais va voir à Beaubourg, peut-être qu'ils font quelque chose. Donc je vais voir à Beaubourg, vous faites quelque chose pour la journée de la poésie à l'accueil? Oh, c'est monsieur Gauthier qui s'en occupe, allez le voir. Bon. Donc je vais dans les bureaux, monsieur Gauthier, je m'assieds, puis je vois un monsieur arriver, il me dit, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je dis, bah, j'attends monsieur Gauthier. Bah c'est moi, rentrez. Et puis on commence à parler poésie, Prévert. Et Gauthier, en fait, c'était un des créateurs de Beaubourg, c'était un des directeurs de Beaubourg, je ne le savais pas. Il connaissait plein de choses en poésie sonore, visuelle, il connaissait plein de choses. Puis on commence à parler, il me dit, bon d'accord, c'est intéressant ce que vous faites, je lui avais montré des choses du groupe Utopie, bah, vous allez exposer dans le petit foyer, voilà, une semaine, bon. Puis au bout d'une semaine, je reviens, il me dit, oh, laissez ça, on va revenir dans un mois. Aujourd'hui, ça serait impossible. Impossible. La dernière fois que j'ai eu des contacts avec la revue Parler, c'était avec Stigler, putain, on s'est engueulé. Il m'a dit, ouais, vous cherchez un appariteur, ouais, on s'est vraiment engueulé, hein. Puis il m'a sorti, de toute façon, il n'y a rien de bien dans ces trucs-là. Je suis sorti, il suffit de savoir regarder. Ping. Mais bon, ça c'était beaucoup plus tard, c'était en 2007 ou 2013. Enfin voilà, donc j'étais parti sur ces trucs de poésie visuelle avec couleurs, etc.
Et puis avec Mauvoir, ben, on a fait des expositions, des trucs, et puis j'ai rencontré un copain qui est venu parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté bien sûr, donc c'est Jean-Marie Duthé. Jean-Marie Duthé qui à l'époque faisait du plastique avec du repassage, faisait de la typographie, et son frère faisait de la typographie informatique donc il me dit, là on en arrive en 85, bon, on n'achèterait pas un ordinateur? Bon, il y a un ordinateur, mais effectivement, j'avais trouvé en poésie visuelle un algorithme intéressant. À partir de ronds, en mettant en gras certaines parties des rayons et en incrustant les ronds dans les autres, on arrivait à écrire des textes. Et puis comme ça, avec ce système d'incrustation continue permanent, on arrivait à écrire des textes qui pouvaient devenir infinis. Donc là, effectivement, il fallait un ordinateur pour le faire. J'ai dit, bah d'accord, on va acheter un ordinateur, comme ça je ferai ça sur ordinateur. Et puis voilà. Finalement, je n'ai jamais fait sur ordinateur, ce truc-là. Ça a fait partie des projets qui sont restés dans la boîte, mais qui pourraient très bien sortir. En revanche, avec le TO8, eh ben, c'est là où on a découvert l'animation de texte. Et ça a été quelque chose. Là, vraiment, je pense que c'est l'animation de texte qui est ma carte principale en littérature numérique. Et là, je pense qu'il y a vraiment un très très gros travail sur le langage lui-même et sur la lecture. On n'est pas du tout dans... Alors, il y a de l'algorithmique, mais on n'est pas dans de la génération classique du tout. En revanche, l'animation de texte fait jouer, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la grammaire qui définit le texte, sauf que la grammaire, elle n'est pas dans le texte. La grammaire, elle est dans l'acte de lecture. Et ça, on s'en est rendu compte dans l'animation de texte. Parce que l'animation de texte fait jouer une contradiction entre deux constructions grammaticales différentes pour le texte, la chronosyntaxe et la toposyntaxe. La toposyntaxe, c'est la syntaxe de l'écrit. Gna, 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 gna. La chronosyntaxe, c'est la syntaxe de l'oral, ce qui vient avant. Et quand tu as des choses qui bougent, d'abord, ce qui bouge, ce ne sont pas des mots, ce sont des graphèmes. Et donc, si quelque chose bouge à cet endroit-là, peut-être que ce qui est ici et qui ne bouge pas change parce que le fait que ce soit bougé là, un substantif peut devenir un verbe, etc. Donc la structure grammaticale, elle est mobile et elle dépend de ce que tu as vu ou de ce que tu n'as pas vu. Et elle dépend du switch que tu fais, de savoir si tu suis quelque chose dans le mouvement ou pas. Et donc c'est absolument indécidable. On est dans un texte qui n'existe pas. Il n'existe que des moments de lecture, il existe mais le texte lui-même n'existe pas. Donc il y a une physicalité, on voit des choses à l'écran, donc il y a un niveau physique qui existe, mais le texte n'est pas là. Le niveau physique, on peut le capturer, on peut en faire une vidéo, on peut faire tout ce que tu veux, mais le texte n'est pas là. Le texte n'existe qu'au moment de sa lecture. Et il est irréversible. Et chose incroyable, c'est que tu as l'impression de l'avoir lu complètement, c'est-à-dire tu as l'impression qu'il n'y a pas d'autre lecture possible. Parce que c'est naturel. Donc il faut avoir une petite gymnastique, enfin un apprentissage, pour effectivement savoir relire différemment ces textes-là. Et c'est pas toujours facile. Il y a des choses qui sont... il y a des textes que tu peux, par l'analyse, extraire, parce que notamment dans l'analyse, tu peux chanter tous les phénomènes psychologiques, parce que c'est ça en fait qui joue. C'est d'abord dans l'animation, tu as des captures automatiques de l'attention, ça on le sait. Donc automatiquement tu gères le regard pendant, ça dure quelques fractions de secondes, et après la personne décide, soit elle continue, soit elle fait autre chose. Et ça dépend de sa culture. Et en plus, comme ce sont des choses très dynamiques, ça met en branle aussi, ça je m'en suis rendu compte avec mes étudiants, parce qu'on en a regardé beaucoup, et puis je leur demandais qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous comprenez, etc. Et quelqu'un, par exemple un étranger qui va lire des textes, peut très bien projeter sur ces textes-là des constructions grammaticales de sa langue à lui. Mais ça c'est vrai aussi en poésie concrète. La poésie concrète est une poésie qui n'existe pas dans une langue donnée. En faisant des analyses de poésie concrète, alors moi déjà j'ai fait des analyses de poésie catalane, je ne connais pas le catalan. J'ai réussi à trouver des choses sur une analyse de poèmes très connus que les Catalans eux-mêmes n'avaient pas trouvé. Parce que j'y ai repéré avec les méthodes que j'ai en sémiotique, je suis quand même universitaire là-dedans, donc avec les procédés d'analyse sémiotique
que je mets en œuvre dans les analyses d'œuvres, j'ai trouvé des formes verbales très anciennes qui changeaient complètement la signification du texte. Les Catalans eux-mêmes ne l'avaient pas trouvé. Sur des œuvres de poésie concrète, les Chinois, le fameux... ah merde, ça y est, j'oublie. Tu vois, je perds un peu la mémoire. Oh, le plus connu, l'allemand. Gomringer? Bah oui, Gomringer, avec... les Chinois, ils voient le symbole de la bouche, et donc, tu sais, le silencio, hein, ils voient le symbole de la bouche et le lisent légèrement différemment. Et sur ce texte-là, bon, je ne vais pas faire un cours de sémiotique, mais en gros, il y a toujours, à un moment donné, c'est toujours pluricode. N'importe quel texte est pluricode, avec plusieurs grammaires, mais il y en a un qui devient prédominant. Ça peut changer au cours du temps, mais sur la poésie concrète, non, comme c'est fixe, ça ne change pas au cours du temps. Et donc, avec le code qui devient prédominant, le reste est lu comme étant assujetti à ça. Et donc, si tu es plus graphiste ou si tu es plus littéraire, tu vas voir les mots, tu vas voir les formes. Et là, ça change les significations. Mais il y a des significations qui sont possibles et que quasiment personne n'a vu. Enfin, moi, dans ce texte-là, je peux faire une analyse dans laquelle il y a 4 ou 5 significations différentes. Mais il y en a d'autres qui justement, les Chinois, par exemple, avec ce symbole de la bouche qu'ils y voient, c'était récurrent. Enfin, c'est pas un Chinois qui m'a dit ça, c'est plusieurs. Aussi le Portugais qui voit des formes verbales différentes. Bon. Donc voilà, donc l'animation de texte, c'est quelque chose de très important, de fondamental, et on est vraiment sur un travail sur la lecture, et en même temps, c'est ça qui me plaît, ce côté de j'ai vécu quelque chose, et autre chose n'est pas possible. Je ne peux pas vivre autre chose là-dessus. Une expérience. Ouais, une expérience. Donc voilà. Alors après, il y a eu aussi des entreprises plus génératives, hein, avec là par exemple, quand j'ai vers la fin de... Bon, il y a quelques années, un modèle de génération de fiction, puisque le générateur automatique, que ce soit Balp ou l'IA, n'arrive pas à faire de la génération de fiction, parce qu'ils font une erreur fondamentale, c'est qu'ils essaient de faire en même temps l'histoire et le texte. Ça, c'est une erreur fondamentale pour moi. Donc, ce que j'avais pris un autre chemin, c'est de créer un monde. Donc là, on est dans de la base de données forcément, et donc un monde avec des événements qui sont possibles, avec des acteurs, etc. Puis à partir de là, des règles. Alors, un certain nombre de règles qui viennent de description d'état, et ça c'est plutôt du Jean-Pierre Balp avec ses descripteurs. Donc tu crées de la description et tu crées de la cohérence sur la description qui fait que tu peux écrire une histoire, mais c'est purement il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il y a ça il se passe ça, et je passe de cet état du monde à celui-là parce que je fais telle transformation, etc. Donc là on a une histoire, il n'y a pas de texte, c'est une histoire, et puis après cette histoire-là, il faut l'habiller. Donc soit je crée du texte ou de l'image, ou on s'en fout, pour rendre ça sous une forme média. Donc là, l'IA pourrait être intéressante à ce moment-là, parce que là, il faut beaucoup de matériaux. Soit y compris avec, donc du coup, tu as la génération d'histoire. Tu choisis après dans quel style tu veux, ou est-ce que tu fais des flashbacks, etc. Donc tu réorganises ça sous une forme narrative, et puis après simplement tu le mets sous une forme média. C'est l'idée du modèle. Bon, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout pour l'instant, et je ne sais pas si j'irai dans cette direction-là, parce que ça veut dire effectivement travailler avec de l'IA, avec de la donnée. L'idée, c'était pas de travailler avec l'IA pour faire ça, c'est de faire du travail collaboratif. Et donc, à partir d'un petit monde donné, d'envoyer ça sur plein d'auteurs en disant bah, faites-moi des choses, et puis trouver un style qui permette de faire ce patchwork cohérent. Bon, c'est assez complexe à faire. Enfin, on a passé beaucoup de temps à faire déjà la génération de l'histoire. Bon, je ne sais pas si j'irai au-delà, c'est pas forcément facile. Mais alors, je reviens en arrière. Donc, du coup, avec ces textes animés, ben ça
ça a matché tout de suite. Et à l'époque, donc là je reviens sur les années 85, hein, là où on a recommencé à travailler avec l'ordinateur, le contexte français est absolument fondamental. Alors il est fondamental, il y a deux choses qui sont fondamentales. Le premier, c'est le contexte politique, avec le pouvoir qui se rend compte que le Minitel, ça a été une erreur fondamentale, parce qu'on a pris un retard sur le développement de l'informatique qui s'est fait aux États-Unis, alors qu'on aurait pu en faire en France, parce que France Télécom a torpillé, hein, le développement de l'informatique en France, alors que on avait trouvé la gestion, enfin l'Internet, on l'avait trouvé. C'est les Américains qui ont récupéré le protocole, la description, et qui en ont fait quelque chose. Donc le pouvoir se rend compte de ça, donc il favorise une percée dans toute la société de l'informatique. Donc on est sur l'informatique pour tous. Donc il y a ça vibre là. Les gens sont plutôt d'accord, enfin ils sont plutôt ouverts à ça. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet, nous, de faire sur les premiers textes des expositions. On a exposé à Lille, on a exposé à différents endroits. Ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est Jean-Pierre Balp. Jean-Pierre Balp, donc, alors à l'époque, je connaissais l'Oulipo, je connaissais tout ça, ça m'intéressait pas. Franchement, l'Oulipo m'a jamais intéressé. L'Alamo, pas plus, parce que l'Alamo, c'est important parce que c'est au niveau international le premier regroupement de créateurs, d'auteurs. Donc ça, dans la création de ce qu'on appelle le chant, c'est-à-dire l'ensemble le chant aux Champs de Bourdieu, hein, tout ce qui fait qu'on a là un environnement, ça c'est le premier, donc ça c'est important. Maintenant, là, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec 10 ans de retard. C'est pas en 82 qu'on continue de faire de la génération dans laquelle je mélange du Mallarmé, du Rimbaud, et non, ça c'est 10 ans de retard. Dans les années 80, il y a les poètes concrets qui arrivent et qui justement s'emparent de l'informatique. Et donc on n'est plus là, on est déjà ailleurs. Et dans ces années 80, il y a un changement de paradigme. C'est là où, pour moi, la littérature numérique prend naissance. C'est-à-dire, il y a des auteurs avant, dans le milieu des années 70, aux États-Unis, qui utilisent l'ordinateur pour faire de la poésie, mais ils sont dans une problématique de littérature assistée par l'ordinateur. Ça, c'est très clair. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. Les gens qui arrivent de poésie concrète... alors, il y a Beppe Nicole, quand même, qui fait quelque chose qui est vraiment précurseur. C'est aussi vers le milieu des années... Enfin, non, c'est déjà peut-être dans les années 80, début des années 80. Mais c'est pas pour rien. Enfin, lui, c'est aussi quelqu'un qui vient des poésies expérimentales. Et là, on est dans les gens qui font pas de la poésie en utilisant un ordinateur. Non, c'est autre chose. Ils font... Alors, c'est pas forcément conscient, mais ils cherchent autre chose. Ils font... Et donc, en France, il y a un socle solide. Il y a Tibor Pape, à ce moment-là, principalement, et moi. Et alors Frédéric Develay, donc en 85 avec cette mouvance informatique, bon, Balp est important pour deux raisons. Le premier, c'est que les immatériaux, c'était quand même lui qui a organisé la partie littérature numérique au Centre Pompidou, qui a à la fois ouvert des portes et enfermé d'autres. Donc ça, c'est un moment très important, parce qu'autour de ça, il y a eu Araxé, la revue Minitel par Orlan et Develay a raté le coche. Parce qu'avec Araxé, il avait tous les auteurs qui ont, donc Tibor, moi, il y a Balp, etc., qui ont fait des choses dans Araxé. Il aurait pu à ce moment-là dire, ces gens-là, on les met ensemble et puis on fait quelque chose avec l'ordinateur. Il ne l'a pas fait. Mais moi, je fréquentais Develay à l'époque, et à un moment donné, mais 3 ans après, 88, je lui dis, bon sang, on pourrait peut-être quand même... Moi, je ne connaissais pas les autres, enfin, je connaissais Balp, mais je ne connaissais pas Tibor. Donc, dit à Develay, on pourrait peut-être faire quelque chose avec l'ordinateur. Il me dit, ah ben écoute, il y a un gars, là, Tibor Pape, va le voir, lui, il fait aussi des choses sur l'ordinateur. Donc, je prends contact avec Tibor, qui me reçoit, très, très généreux, Tibor, et puis on montre ce qu'on fait l'un et l'autre. Putain, mais c'était vachement proche.
Et Tibor, c'est un vieux de la vieille. C'est quelqu'un très très important en Hongrie. Il a créé des revues, notamment Magyar Műhely, dans lequel il fait découvrir la poésie contemporaine aux Hongrois. Il publie aussi des poètes contemporains hongrois. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, qui est déjà dans Polyphonix, qui, bon... Il me dit, bah, c'est géant ça. On fait des choses compatibles, bon, on fait une revue. Puis il dit, attends, on est deux, on fait une revue, c'est quoi ça? On a juste un texte, toi un texte, moi un texte. Comment on va faire? Enfin, c'est pas jouable. À l'époque, il faut voir que quand même, on devait inventer le crayon, le texte, le lectorat. Il n'y avait rien, mais rien. Quand je dis rien, c'est rien. On ne se rend pas compte aujourd'hui. Il n'y a rien qui existait. Et dans ce qu'on faisait dans ces années sur nos petits ordinateurs familiaux, ben, ça anticipait ce qu'on a appelé la lecture numérique, c'est-à-dire la lecture qu'on a aujourd'hui sur Internet. Ça, on l'avait mis en place sur les ordinateurs avec toute la gestion. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'interactivité, mais il pouvait y en avoir. Alors, en 85, non, on n'en avait pas. Mais voilà, toutes les problématiques de la lecture qu'on a rencontrées après, et les gens étaient incapables de lire. Le directeur de la médiathèque de Roubaix à l'époque, quand on a fait les présentations, il m'a dit j'ai tout vu et j'ai rien lu. Parce que les modalités de lecture que l'on a devant un livre ne fonctionnent pas du tout devant un écran, et surtout pas devant un écran dans lequel les choses sont mobiles. La lecture normale, c'est le zapping. C'est pas une erreur de lecture, c'est la lecture normale, c'est tout. Donc ça marchait pas, les gens savaient absolument pas lire ça. Donc je lui dis, mais on va rester dans notre coin. Il me dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que ce qui est important dans la lecture, dans la revue, c'est qu'elle existe. À partir du moment où elle existe, ça devient un point de focalisation pour l'histoire. Il avait déjà, Tibor, comme moi, cette idée d'histoire littéraire. Que la littérature que l'on fait, c'est pas une littérature destinée à un lectorat, c'est une littérature qui s'inscrit dans une histoire qui est l'histoire de la littérature. Et que des gens lisent ou que personne ne lit, ça n'a aucune importance. Aucune importance parce que de toute façon, ce sera lu. Alors, pas tout ce qu'on fait, mais il y a des choses qui seront lues. Et ce qui est important, ça c'est des termes que moi j'utilise après, enfin que j'ai mis après, c'est que ça agisse. Ce qui est important dans ce que fait l'humain, c'est pas le produit, c'est pas la production, c'est que ça agisse. Et à partir du moment où il y a une revue, point de focalisation, ça va agir dans la société. Et effectivement, ça agit. Et il y avait même, alors c'est un petit peu après, mais je me suis posé la question, c'est ce que j'appelle l'esthétique de l'absence. Est-ce qu'on peut agir dans le monde culturel sans que les productions elles-mêmes soient visibles et sans qu'on soit extrêmement connu? La réponse c'est oui. La réponse c'est oui. Donc c'est très, très encourageant tout ça. Oui, après, c'est très encourageant vu effectivement dans l'univers dans lequel on travaille, toi comme nous. Oui, mais le fait justement de ne pas écrire pour un lectorat, mais ça te libère des possibilités incroyables. Parce que du coup, tu peux tester des choses qui vont même contre le lecteur. Oui, c'est un laboratoire expérimental. Ouais. Comme les docs, c'est ça. C'est ça, c'est un vrai labo. Et donc, justement, dans cette idée que j'ai du poème, mais je peux faire des modèles, donc des productions, qui vont... Alors, il y en a quelques-unes, mais bon, on en reparlera peut-être après, sur le poème à lecture unique, des choses comme ça. J'ai fait des œuvres que tu peux pas montrer dans une bibliothèque. C'est pas que tu peux pas les faire jouer, c'est pas ça, au contraire. Tu peux les mettre sur un ordinateur, elles fonctionnent, il n'y a pas de problème. Sauf que le concept, c'est un poème à lecture unique. C'est-à-dire, si quelqu'un agit à un moment donné, le programme récupère cette information, il la stocke. Donc tu peux éteindre l'ordinateur, le rallumer, il sait, lui, il va le chercher, il te remet exactement à l'endroit où tu es. Donc tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est interactif parce qu'en réalité, il considère que tout ce que tu lui rentres comme information, alors tu rentres pas n'importe quoi, c'est pas non plus des mots que tu rentres, t'es guidé. Il considère que c'est une question que tu lui poses. Et il te donne la réponse en phase 3. Sauf que on avait mesuré à l'époque que la durée de lecture admissible, c'était à peu près quelques minutes, la durée d'une chanson. Le poème est conçu sur 20 minutes. Donc, il te répond bien après que tu es beaucoup plus tard.
Et donc là, il y a plein de jeux sur... Alors c'est un vrai laboratoire sur plein de trucs, ce poème à lecture unique. Il n'est toujours pas fini, ça fait... je l'ai commencé en 1994, il n'est pas encore fini. Mais il y a déjà eu, dans Algerdis, il y est par exemple, il y a déjà eu plusieurs versions, mais qui ne sont pas sur le point d'aboutissement. Mais il va y être. Donc tout ça pour dire que c'est très important, et ça Tibor l'avait, cette idée qu'on travaille... dans l'histoire littéraire, et que ce qui est important, c'est que ça existe, qui est là un point de focalisation. Moi, j'avais une autre idée, c'est de dire, parce qu'on commençait à avoir du coup des gens, 88, c'est quand même après les immatériaux, donc Lara Vinci faisait on pouvait exposer chez Lara Vinci, donc on était présent en galerie. Et je me disais, mais la galerie c'est bien, sauf qu'il y a des types de production qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas faire de l'intimiste, tu ne peux pas jouer sur la relecture. Ce n'est pas adapté à un lieu public. Et justement, le poème à lecture unique, c'est jouer fondamentalement sur la relecture, avec cette question, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas relire? Donc je me disais, la revue, c'est vachement bien, parce que du coup, on va préserver cette donnée essentielle de la poésie, de la littérature, qui est la revue, qui est le fait que tu peux travailler sur le temps long. Et permettre de revenir, même si ça donne des choses différentes, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la relecture n'est pas le duplicata de la première lecture. Voilà. Donc en plus des phénomènes classiques de relecture d'un livre, il y a, quand il y a un peu de génération ou autre, il y a ça, enfin tout ce qu'on a parlé, il y a cette idée c'est augmenté, quoi, c'est une relecture augmentée. Donc j'ai dit d'accord. Et c'est comme ça qu'on a créé À lire, et qui a tout de suite été, mais dès l'année suivante, reconnu par un gars qui faisait sa thèse à Paris 8 comme étant la toute première revue au monde numérique de poésie numérique. Mais à l'époque, le terme littérature numérique ou poésie numérique, ça n'existait pas. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une convergence vers ce terme-là, ça c'est lié à la création du chant. Moi, le chant, c'est quelque chose de fondamental dans le monde culturel. C'est quoi le chant? C'est un ensemble d'auteurs, d'éditeurs, de cours, d'événements, de productions. C'est tout ça le chant. C'est un truc, ça fait bloup bloup, quoi. C'est la marmite qui est plus ou moins étendue. Et ce qui est fondamental en littérature numérique, c'est pas la définition, parce que objectivement, quand tu regardes les définitions, j'en ai quelques-unes ici avec moi, justement, il y a des définitions. S'il y a des définitions, c'est qu'il n'y a pas deux définitions, il n'y en a pas une. Donc il n'y a pas consensus sur ce qu'est la littérature numérique, il n'y a pas de définition. En revanche, tout le monde est d'accord pour la nommer. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental, parce que c'est le rôle fondamental du langage. Nommer, qu'est-ce que ça veut dire? Nommer, c'est une action de catégorisation. Quand tu nommes quelque chose, c'est-à-dire que cette chose-là est différente de tout le reste. Donc tu l'actualises. Ce n'est pas une existence physique, c'est une actualisation dans l'esprit. Et à partir du moment où elle est actualisée, elle agit. Le Père Noël n'existe pas, et pourtant il agit bien. La licorne aussi. Donc tu peux nommer des choses qui n'existent pas, mais qui agissent dans le monde culturel, qui agissent. Et donc c'est fondamental d'avoir nommé poésie numérique, littérature numérique. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Dans le champ, donc le champ, pour moi, si je devais donner une définition de la littérature numérique, c'est l'ensemble des productions dont il est question dans le champ de la littérature numérique. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est pas une règle. Quand on caractérise quelque chose, ça c'est très connu en mathématiques, il y a deux façons de faire. Soit tu donnes une loi, donc là c'est la définition, et puis c'est très simple, tu prends un machin, ça obéit à la loi ou ça n'obéit pas, tu mets dans une case ou dans une autre. Ça c'est la définition algébrique, intensive. Mais il y a des définitions, alors c'est pas des définitions, c'est caractérisation extensive, qui est une caractérisation ensembliste. Et là, tu n'as pas de loi, mais tu regroupes tous les objets qui sont dans la catégorie. Et ça marche aussi bien. Exemple de catégorie qui ne peut fonctionner que comme ça. Quelle est la liste des objets que je dois prendre quand je me déplace? Tu n'as pas de définition pour ça. En revanche, tu fais une liste. Donc c'est extensif. Un ensemble. Un ensemble. Et bien donc c'est ça. Donc l'ensemble des objets qui sont traités dans le champ de la littérature numérique, il est certainement très grand, mais il n'est pas infini. Il est... je ne peux pas le connaître, mais il existe.
Donc voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas... En revanche, ce qui est très important, il est très important d'avoir une définition, mais pas pour en donner la caractéristique. Parce qu'à l'intérieur du champ, évidemment, les gens ont il y a des controverses scientifiques, artistiques, et ça, bah, c'est Bourdieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essaient de tirer la couverture à eux et prendre le pouvoir, mais à l'intérieur du champ. Donc on a des points de vue, et il y a des débats. Oui, comme on en connaît. Bah, bien sûr, mais dans tous les champs. En revanche, pour l'extérieur, parce que le champ, il faut qu'il croisse, il faut qu'il aille vers l'extérieur. C'est-à-dire au départ, quand on a fait les trucs, les lieux culturels n'étaient pas vraiment prêts à nous accueillir. Donc il a fallu qu'on leur dise la littérature numérique. Et donc la définition, c'est un acte c'est une arme pour intégrer quelque chose. Parce que si la littérature numérique existe, parce que je peux dire la littérature numérique, alors ça vaut le coup que dans le champ culturel, vous y intéressiez. C'est l'aspect commando. C'est l'aspect commando, mais pas commando. Enfin, oui, c'est commando de la langue parce que c'est le fait de nommer au singulier qui fait que tu peux intégrer quelque chose. Donc le pouvoir des mots, quoi. Hein, nommer. C'est pas pour rien si les deepfakes et compagnie, ça marche bien. Les gens, ils ont bien compris ça. Il suffit de nommer, alors après tu peux raconter une histoire, c'est encore pire, narration, mais du coup ça devient actuel. Et ça agit. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc c'est comme ça que le champ a grossi. Et je dirais que, d'ailleurs, dans le champ, par exemple, les toutes premières, ce qu'on considère aujourd'hui comme les toutes premières productions de littérature numérique, ça date de 1952. C'est-à-dire que la littérature numérique, on l'a fait démarrer en même temps que l'ordinateur. C'est dans l'équipe de Turing, Christopher Strachey, qui a inventé les jeux vidéo, qui a inventé plein de trucs. Il a inventé le premier algorithme de génération de texte pour faire des lettres d'amour. Mais lui, il disait pas qu'il faisait de la poésie numérique. Il disait même pas qu'il faisait de la littérature. C'était pas son propos. C'était un scientifique. Donc à l'époque, et donc ça a constamment continué, la question, pourquoi est-ce qu'on a fait du texte avec un ordinateur, ben, c'est la question de l'intelligence artificielle, tout simplement. C'est-à-dire que au moment de la création de l'ordinateur, il y a un journaliste qui, bêtement, à Manchester, parle de cerveau électronique. Et tout de suite, tu as Geoffrey Jefferson, qui est spécialiste du cerveau, qui monte au créneau et qui dit non, ça n'est pas possible de donner de l'intelligence à une machine. Elle ne pourra être intelligente que quand elle saura écrire un sonnet ou une symphonie et savoir qu'elle l'a écrit, qu'elle l'a composé. Et il y a Turing en face qui dit mais le problème il n'est pas là. C'est pas ça. On pourra dire qu'une machine est intelligente si elle arrive à bluffer un humain. C'est-à-dire si elle produit des choses qui auraient pu être faites par un humain et arriver à bluffer. Et même il donne un seuil. Si elle le bluffe une fois sur deux, c'est qu'on peut la considérer comme intelligente. C'est un mathématicien, donc il lui faut voilà, un cadre avec une norme. Et c'est le test de Turing, tout simplement. Donc la relation entre textualité et numérique, elle est depuis le début une question d'intelligence artificielle. C'est pour ça que l'intelligence artificielle aujourd'hui n'ajoute rien. Je veux dire, ces questions-là, bon voilà, là j'étais encore donc avec des gens qui font de l'intelligence artificielle donc à la Philharmonie, mais on reposait la même question. C'est qui l'auteur? C'est ras-le-bol quoi. Oui, ça va. On a déjà traité ces trucs-là dans les années 80 et la réponse a été donnée notamment par Balp de façon magnifique. Et le gars, bah, il connaissait pas Balp, mais il a redonné la même réponse, évidemment. Donc ces questions d'intelligence. Alors pourquoi est-ce que l'IA a pris une autre direction? C'est parce que après Turing, mais très peu de temps après, il y a eu l'invention des réseaux de neurones. Le neurone artificiel existait déjà, ils ont eu l'idée de les mettre en réseau, et là, d'avoir une structure plus proche de celle du cerveau. Et donc, effectivement, ça a bifurqué, la question de l'intelligence a bifurqué, mais c'est une question de technologie, finalement. Alors, le résultat à l'arrivée est quand même très différent d'un résultat algorithmique, puisque dans un sens, tu fais marcher une logique, et dans l'autre, tu sais pas trop ce que tu fais, mais
mais voilà, depuis le début, on est dans ces histoires de génération. Et ça, tu vois que c'est très différent. Enfin, Christopher Stretchy, c'est quand même l'inventeur d'un algorithme qu'on appelle l'algorithme des phrases à trous. Hein, c'est très simple, tu prends une phrase, tu retires des mots, et puis, principe du dictionnaire, tu mets une coulisse avec des mots qui peuvent aller au même endroit, tu fais coulisser, tu arrêtes à un endroit et tu as de nouvelles phrases. Ça, c'est le principe des phrases à trous. Ben, il a inventé ça en 52, le mec. Hein. Et ça a été le seul algorithme utilisable jusqu'à ce que Balp ait l'idée de... L'algorithme de Balp, en gros, c'est le même, mais avec deux choses en plus. D'une part, il s'est rendu compte que eh ben, ce qu'on met dans la glissière, ça pourrait être aussi des morceaux de phrases. Donc il y a une, je ne sais plus comment on appelle ça en mathématiques, une récursivité du trou. Et d'autre part, cette idée absolument géniale de mettre des descripteurs, c'est-à-dire en fait des métadonnées. Je pense que c'est le premier, à ma connaissance, qui utilise les métadonnées pour créer. Alors les métadonnées, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être de n'importe quelle forme. C'est-à-dire c'est pas forcément sémantique. Alors lui, il met du sémantique, du stylistique, du grammatical. Et donc il arrive à faire des trucs qui sont ce que ne peut pas faire la simple utilisation du générateur à trous, des choses qui sont cohérentes sur un ensemble qui est quand même assez grand. Mais c'est pas de la narration, c'est pas de la fiction. Et Jean-Pierre, dès 88 dans À lire, a été un des contributeurs. Alors Jean-Pierre bien avant, c'est-à-dire que sa génération automatique. Alors moi Jean-Pierre je l'ai rencontré en 1983. Donc avant qu'il fasse les immatériaux, et si je ne suis pas dans les immatériaux, c'est parce que je n'ai pas compris ce qu'il m'a demandé. Sinon, il voulait me mettre dans les immatériaux. Moi, je lui ai proposé, je n'avais pas compris que c'était sur la littérature numérique uniquement. Je lui ai proposé un truc avec des lasers. Donc ça a été non. Enfin, c'est pas lui qui a dit non, c'est le comité directeur. Mais dès 83, donc il y avait une revue papier qui s'appelait Hôtel Continental, parce qu'à l'époque, il était prof, et il donnait, pas un prof de fac, hein, il donnait cours dans une école à Lille, et quand il descendait à Lille, c'était à l'Hôtel Continental, qui est juste en face de la gare d'Île-Flandre. Donc je l'ai rencontré là en 83, c'est lui qui m'a ouvert un petit peu d'ailleurs sur poésie visuelle et compagnie, en me disant, bah, tiens, va voir par là. Et donc, ces premiers générateurs, mais qui étaient... Ils travaillaient, c'était pas encore la génération automatique qu'on a connue après, mais ils travaillaient dans cette direction-là. Et avec les immatériaux, avant les immatériaux, donc entre 83 et 85, il a mis au point son algorithme, enfin son moteur. Mais je lui ai posé une fois la question, combien de temps il avait mis pour faire vraiment son moteur définitif de génération automatique. Il m'a dit 25 ans. Jean-Pierre, c'est vraiment un grammairien, c'est quelqu'un de la grammaire. D'ailleurs, il a une agrégation de grammaire en français, mais je pense que c'est de la grammaire. Et il est dans cette idée-là. Et donc, le fait qu'il ait, lui, rompu avec l'Alamo, et donc avec l'Oulipo, qu'il amène ces générateurs de texte qui sont extrêmement efficaces. Quand tu vois ça à l'écran, tu peux pas rester insensible. Donc t'es pour, t'es contre, mais tu restes pas insensible, c'est pas possible. Donc tous ceux qui veulent faire de la littérature numérique à l'époque sont confrontés à Jean-Pierre Balp. On fait du Jean-Pierre Balp ou on fait pas du Jean-Pierre Balp? Comment on se positionne par rapport à Jean-Pierre Balp? Et ça a été un moteur très important. Très important. Donc dans À lire, les gens sont venus parce que justement dans À lire on faisait pas du Jean-Pierre Balp. Et d'ailleurs, À lire a été créé en réalité. Alors, pas À lire. À lire n'a pas été créé contre Jean-Pierre Balp, puisque je t'ai raconté l'histoire de la création, ça n'a rien à voir. Mais moi, je voulais faire rentrer Jean-Pierre Balp dans... Ah oui, parce que j'ai pas fini avec cette histoire de création, en fait. On a eu l'idée de la revue, mais donc Tibor il me dit pour faire une revue, il faut un groupe. Ah bah, je ramène. Comment il s'appelle déjà? Claude Maillard. Claude Maillard, parce que c'est la première à avoir mis la voix de synthèse en poésie. Et moi, bah, j'étais avec... Alors, De Velay, c'était une évidence, puisque il nous avait fait nous rencontrer. Enfin, je veux dire, la question ne se posait même pas. Et puis, moi, je ramenais Jean-Marie, hein, qui m'avait fait... c'était normal. Donc, on a créé à 5. Et puis, c'est posé la question... Jean-Marie comment? Duthé. Et puis, c'est posé la question Balp. On l'intègre ou on l'intègre pas? Moi, j'étais vraiment pour l'intégrer.
parce que je trouvais que, comme j'avais une voix très très différente de la sienne, au contraire, c'était un enrichissement. Unanimement, les autres étaient contre. Et c'est idiot, c'est idiot. Pour moi, c'est une idiotie. Mais bon. Mais Jean-Pierre était très intéressé par ce qu'on fait. Donc, il n'y a jamais eu de guéguerre entre nous. Hein. Mais il a créé Chaos en 90, donc un petit peu après. Nous, c'était 89. Donc, lui, il a créé Chaos 90 ou 91, je pense que c'est 90, qui pour lui n'était pas une revue. Mais pour nous, oui, c'était une revue, ça ne posait aucun problème. Mais il nous a demandé de participer. C'est-à-dire, le numéro 1 de Chaos, c'est Jean-Pierre, Tibor et moi. Et donc après, au début dans À lire, nous on mettait surtout nos productions à nous, il fallait qu'on ait un espace quand même normal, une revue très militante. Et puis les gens ont commencé, Petchana, Serrandour, Burgot, ont commencé à Philippe Casselin, que j'ai rencontré après, à s'intéresser à ce qu'on faisait, à dire mais comment vous faites ça, et c'est bien. Et donc on a grossi dans À lire, mais l'air a jamais voulu s'ouvrir, ce qui est quand même incroyable. Alors Develay, lui, il a dégagé assez rapidement. C'est pas quelqu'un de la littérature numérique, Develay. C'est plus littérature expérimentale, mais en littérature numérique, il est très vite parti. Il a rien fait en fait. Il a remis des choses qu'il avait faites avant, très très peu de choses. Et puis c'est nous qui avons, enfin, on s'entraidait beaucoup dans l'air. Donc Tibor programmait pour Claude, moi je programmais pour Jean-Marie. Enfin voilà, et Jean-Marie faisait sur un logiciel pour Develay. Bon, ça posait aucun problème. Et donc Balp, bah oui, on l'a bien sûr mis dans À lire. Je sais plus à quel. Mais de toute façon, moi je l'avais invité aussi pour des expositions à Lille. Enfin voilà, donc du coup j'ai un fond de très très vieux textes de lui, des valeurs, des moments précurseurs de ces générateurs. Donc ça c'est patrimonial. Lui il les a même plus. Il a tout filé à la BNF et encore je sais pas ce qu'il a filé. Mais donc vraiment, ce qui fait que À lire a eu une vie autonome par rapport à l'air. Et à un moment donné, en 94, À lire a été vraiment un terrain d'expérimentation très important qui nous a appris beaucoup de choses. Notamment, ce qu'on a découvert très vite, c'est ce qu'on appelle la labilité. C'est-à-dire que le résultat de l'exécution d'un programme ne dépend pas uniquement du programme, mais dépend complètement du contexte technologique dans lequel ce programme est exécuté. Et donc on s'est rendu compte, au début on était content, parce qu'en fait ce qu'on faisait dans les animations de texte, les ordinateurs qu'on avait n'étaient pas capables de créer les effets stylistiques et la fluidité que nous on espérait. Et puis on a vu la puissance des machines évoluer, on s'est dit chic, ça va de mieux en mieux, c'est vachement bien. Puis à un moment donné, ça a été trop vite. Et du coup, le fait que ça aille trop vite, ça fait perdre des caractéristiques rhétoriques, ça fait perdre un certain nombre de caractéristiques stylistiques. Ça, c'est la labilité. Et on ne peut rien contre, parce que ça n'est pas du bruit, c'est irréversible, on ne se rend même pas compte qu'elle existe. Donc il y a deux types de labilité. Diachronique, celle-là, ce qui fait qu'à un moment donné, tu ne peux plus revoir ce que tu as fait avant, les machines ne sont plus là. Ou synchronique, parce que si tu regardes sur une machine ou sur une autre, tu n'as pas tout à fait la même chose, parce que tu n'as pas un parc homogène. C'est pas une question de plateforme, ça complique encore les choses. Mais même sur les PC. Donc à un moment donné, 94, 93, on se rend compte que, je crois que c'est le texte de Jean-Marie Duthé, oui, les mots et les images de mémoire, un texte qui au départ a été construit pour une installation, c'est-à-dire il durait presque 1 heure. Ça, c'était avant qu'il puisse être publié. Et on l'avait montré à Villeneuve d'Ascq, et donc c'est un texte dans lequel tu as aussi passage entre le textuel et le graphique. Tu as un morphing linguistique qui passe par une version graphique. Bon. Et donc les gens qui arrivent, ils arrivent à un moment donné, ils regardent ça 3 secondes, donc ils sont dans un état qui est soit textuel, soit graphique, soit entre les deux, enfin voilà. Après, quand on l'a publié, le texte durait 20 minutes. Or, je t'ai dit, la durée de lecture, c'était 3 minutes. Donc c'était trop long. Mais on l'assumait, c'était une installation presque. Enfin, tu avais une installation chez toi, quoi. Tu pouvais pas le lire autrement que comme une installation, c'est-à-dire tu restes un moment et puis après tu te la bardes et tu t'en vas parce que c'est la fin naturelle de la lecture. La fin naturelle de la lecture, c'est pas la fin d'un texte, et ça c'est vrai dans toute la littérature numérique, c'est la fin de l'envie de lire.
Comme quoi le texte, c'est bien fondamentalement une lecture, quoi. Donc, mais en 94, ça durait 1 minute. Alors, c'était intéressant parce que tu voyais de mieux en mieux les processus graphiques. Là, tu les voyais, tu voyais la logique, etc. Donc, l'aspect processus graphique, tu le voyais, toute la logique. En revanche, ça devenait illisible. Du fait de l'accélération. Du fait de l'accélération, donc l'algorithme fonctionnait plus vite, Ouais. parce qu'on avait écrit ça en basique. Donc, en basique, tu n'as pas de timer. Donc là aussi, enfin, on pourrait parler sur l'évolution des langages, etc. C'est très très intéressant. Avec l'évolution des langages, on gagne des choses et on en perd d'autres. Et donc là, voilà. Et donc à ce moment-là, c'est posé une question très concrète. Comment je gère la lisibilité? Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir à la fois la lisibilité et l'intentionnalité du départ. Intentionnalité esthétique à l'écran. Il fallait choisir. Et à l'époque, les ordinateurs étaient trop rapides pour qu'on puisse lire autre chose, mais ils n'étaient pas assez rapides pour qu'on puisse mettre des micro-temporisations qui auraient permis de concilier les deux. Et donc, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai dit, je reprogramme toutes les œuvres qui ont été publiées dans Alire en retouchant tous les programmes, en mettant des attentes, des temporalités, etc., de façon à préserver la lisibilité. Donc s'est posé la question de savoir ce qu'était à ce moment-là une œuvre de littérature numérique. Est-ce que c'était une performance de la machine? Est-ce que tu vois? Et finalement, tout le monde a été d'accord, bien que je reprogramme, alors que ça allait contre l'intentionnalité de l'auteur. Mais ils ont tous été d'accord. Donc l'intentionnalité de l'auteur, c'est un mythe. Tu vois, c'est à un certain point oui, à un autre non, parce que ça, on pouvait pas avoir le style, les fondus, enfin tout ce qui fait la beauté graphique de ce qu'on avait fait, on pouvait plus l'avoir réellement à ce moment-là. Et ça a été le salon de lecture électronique 94, un moment très important qui donne la vraie nature pour moi de la poésie numérique, à savoir que c'est pas la peine d'essayer de fossiliser une matérialité ou une je sais pas quoi. Non, c'est impossible et ce serait aller contre l'informatique même. Ça n'a pas de sens d'utiliser l'ordinateur si tu veux faire ça. D'ailleurs, la plupart des auteurs qui ont travaillé après sur Flash, etc., ont fait très peu d'œuvres et se sont détournés de ça à cause de ça. C'est rare les auteurs qui se rendent compte que si tu rentres dans le numérique, eh ben, il faut que tu laisses au vestiaire tes conceptions classiques d'auteur et notamment cette idée de production, etc. Et donc, là, il y a une autre... ça, c'est moi personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire écrire dans cet environnement-là? Si je sais que mon intentionnalité ne peut pas être effective de l'autre côté de l'écran, est-ce que je continue, j'arrête, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? Et là, j'ai fait ce qu'on appelle, d'ailleurs, dans tous ces trucs-là, de la génération adaptative, c'est-à-dire que j'ai mesuré à ce moment-là, sur plusieurs types de machines, des vieilles, des moins vieilles, etc., les durées de certains processus types d'animation. Donc aujourd'hui, j'ai une base de données sur ces temporalités-là, ce qui me permet de rejouer avec DOSBox, qui est un programme qui émule le DOS d'antan, de le jouer avec une stylistique qui est relativement proche de ce qu'on avait sur ces machines-là. Et donc je faisais des mesures, c'est le physicien qui... Je faisais des mesures sur ces processus-là, et j'adaptais les durées d'animation et la logique même du programme en fonction de ces résultats-là. Et donc, pour moi, ce n'était pas une façon d'annuler l'habilité, parce que ce n'est pas possible. C'est une façon de remettre à l'intérieur de la machine une bagarre et un combat entre une intentionnalité d'auteur et une intentionnalité technologique. Et donc de transformer l'intérieur de la machine en espace signifiant. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. On le trouve dans quelques orientations en poésie numérique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins une autre dans laquelle ça joue, et même peut-être une troisième avec Alexandra Seymer. Mais le fait de donner du sens à quelque chose où tu ne peux pas avoir de signe, simplement parce que c'est indexé, au sens des indices, des deux côtés.
Et tu ne peux le voir que quand tu fais des comparaisons et quand tu as accès aux deux côtés. Donc ça, c'est toute ma théorie de métalecture, etc. Enfin, on va pas en parler maintenant, mais toute la théorie que j'ai autour de ce qu'est ces productions-là, elle est liée à ça. Enfin, elle a démarré en 96, mais j'avais le modèle en tête parce que j'ai toute cette expérience-là. Et donc le fait de donner un sens à des choses où il n'y a pas de signe, ça c'est fondamental pour moi. Alors je ne sais pas si on a le temps, il y a déjà 25, de passer un petit peu. Hein, encore une dizaine de minutes. bon. Parce que soit on continue sur la littérature numérique, soit je passe sur quantique, c'est comme tu veux. Mais on peut continuer sur la littérature On fera un autre épisode sur... Oui. Mais je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Non, là-dessus. mais peut-être c'est effectivement sur... par rapport donc 95, si je ne me trompe pas, 97 docs à lire. 97 docs à lire, donc ça c'est ta rencontre avec notamment Philippe, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette première revue avec un CD, avec des programmes alors la revue effectivement elle a été sur disquette. Après elle a été à partir de 94, il y a eu un CD-ROM, donc les 9 premiers numéros ont été republiés sur CD-ROM avec ces générateurs adaptatifs. C'est le salon de lecture. Philippe, je l'ai rencontré en 92 à Marseille, aux États généraux de la poésie, organisé par Julien. Julien, je le connaissais depuis je ne sais plus quand, mais bien avant. Et ça a été une rencontre décisive. C'est Julien qui m'a présenté Philippe en disant, bah voilà, il reprend Docs. Bon, je le trouvais sympathique, ce garçon. Et puis, on a vraiment matché. Et Philippe, c'est à notre contact qu'il a découvert la poésie numérique. Et lui, il s'y est mis à fond avec ce mélange art, poésie. Enfin, il est un petit intermédiaire avec complètement, complètement intermédiaire. Et puis avec cette idée, la poésie est sans épithète, qui est quelque chose que moi, j'ai jamais eu. Pour moi, la poésie... Enfin, je suis certainement le seul auteur à être entré dans l'encyclopédie sans avoir jamais publié un seul recueil. Simplement parce que c'est numérique et je continue là-dedans. Ça ne veut pas dire que j'écris pas par ailleurs. D'ailleurs, ça va sortir sur le web maintenant qu'il n'y a plus d'enjeux. Donc je vais certainement sortir des trucs écrits. Mais j'ai jamais eu envie. De toute façon, j'ai jamais eu envie non plus de publier ou à lire. C'est pas une revue qui a été faite pour être publié. C'est une revue militante dans laquelle on a un laboratoire avec beaucoup de choses qui se sont mises, des dialogues d'auteur à auteur à travers les œuvres. Enfin, j'ai étudié tout ça dans ma thèse en infocom, et vraiment on se rend compte qu'à lire les 9 premiers numéros, c'est vraiment l'élaboration de quelque chose avec les œuvres qui se répondent, et c'est vraiment très très intéressant. Je connais pas bien les autres revues, mais je suis pas certain qu'il y ait eu un équivalent, parce que c'était le même noyau, progressivement il a augmenté, mais est très français. Et ça a donné à la France une place fondamentale dans le champ de la littérature numérique et l'histoire de la littérature numérique. Les auteurs français sont extrêmement connus, et même si les productions ne le sont pas tellement, connus et respectés. Alors que c'est une vision très différente de la vision américaine. Et il a fallu très longtemps pour que les Américains comprennent que ça, c'était pas de l'hypertexte. Mais vraiment longtemps. Hein. Mais ils ont toujours respecté ce qu'on faisait. Et donc, c'est Philippe qui a eu l'idée de faire ce numéro commun, non seulement parce qu'on s'entendait très bien, on était vraiment copains, mais aussi parce que c'est avec ce numéro, il ouvre sur les nouvelles technologies. Hein. Donc, il y a toute la série qui a suivi. Et donc c'est ça qui a eu cette idée. Mais on s'est un peu réparti la tâche, c'est-à-dire qu'en réalité le CD-ROM c'est à lire et le bouquin c'est Docs. Tu vois, c'est pas un... Alors dans le CD-ROM il y a quand même effectivement, il y a pas mal d'images par exemple, donc il y a un côté Docs dans le CD-ROM quand même. Hein, on n'aurait pas, nous dans à lire on n'aurait jamais fait ça. Donc il y a un côté Docs dans à lire, mais sinon tout ce qui est programmé c'est vraiment à lire. Même s'il y a du programme de Philippe, voilà, ça c'est le côté vraiment à lire. Et c'est nous, donc Tibor et moi, qui avons fait le CD-ROM et qui avons récupéré plein de choses. On n'aurait pas fait sur la poésie sonore et compagnie. Moi je ne me sentais pas... Bon, Tibor était vraiment dans ce milieu-là, avec Polyphonix. Moi j'ai
toujours, je les regardais, j'étais en contact avec eux, mais j'ai jamais trouvé que c'était... c'est pas là que j'avais envie d'aller. C'était pas... j'étais plutôt Garnier qui est quand même un peu sur la marche par rapport à Julien et Poésie à Visivia. Bon, donc c'était pas vrai, je suis pas vraiment là-dedans. Mais donc voilà. Et après, on a fait à lire 11. On s'est dit avec à lire 10, bon ben on revient sur à lire, mais on va peut-être l'ouvrir. Alors on va peut-être essayer de faire une revue plus normale. Donc à lire 11, on l'a ouvert à des gens qui... Et puis finalement, on l'a refermé tout de suite parce que ces gens-là qui sont publiés nous ont dit mais pourquoi vous faites pas de promotion? Pourquoi enfin, on ne voit pas beaucoup à lire. Donc on a eu plutôt des critiques sur la dimension éditoriale. Et là, on s'est rendu compte que les gens qui n'étaient pas dans le cercle dur, c'était pas des poètes militants, c'était des poètes qui cherchaient à publier. Et ça nous intéressait pas. Comme ne nous intéressait pas le fait de passer sur le web. Parce que sur le web, c'est autre chose. Ça n'avait pas de sens de mettre la revue sur le web. Là aussi, c'est un espace éditorial. Il y a des gens qui font de la création web. Nous, on ne faisait pas de création web. Enfin, on reste dans poésie numérique programmée. Tu vois, c'est quelque chose qui est... Donc vous étiez totalement autonome, sans aide, sans subvention. Ah oui. Je faisais ça dans... Alors... Les premiers textes, je les faisais dans mon grenier. Après, c'était dans mon bureau. J'avais quelques ordinateurs. Et puis, hop, tout sans subvention. Oui. J'ai eu une fois une subvention l'année où je suis rentré dans l'encyclopédie. Là, j'ai eu une subvention du ministère à Lille. Là, c'était pour les arts graphiques. Je sais qu'elle a dit à une de ses collègues, bah, il est dans l'encyclopédie. Qu'est-ce que tu veux? On est obligé. Quelque part. Et donc à lire, après, vous l'avez terminé quand finalement? Alors à lire, la date officielle c'est 2009, c'est-à-dire ça fait 10 ans. C'est à dire 14, c'est parce que le groupe L'Air c'est désagrégé. Il y a, bon, Develay est parti très vite. Jean-Marie Duthé est parti sur Lyon, on avait moins de contacts pour la réalisation. Donc on est resté Tibor et moi. Et puis avec moins de textes qui arrivaient. Et puis finalement le dernier c'est uniquement mes textes. Je me suis dit, bah, bon, ça sert à rien, enfin je veux dire, c'est tout, c'est fini. Et parce que tu n'as pas vu une nouvelle génération arriver dans ces poètes numériques? Bah non, justement, à part Boinard, oui. C'est ça qui est... C'est surprenant pourtant, avec entre guillemets, le fait que l'ordinateur soit beaucoup plus rendu public. Alors est-ce que c'est le fait de l'apparition du web, les gens sont allés vers... Oui, bien sûr, les gens sont sur le web, absolument. Absolument. Donc ça correspond à des modes à des orientations de création qui m'intéressent moins. Pour une... Bon, aujourd'hui, moi, je vais aller sur le web, mais est-ce que je vais créer des choses vraiment... J'ai une création web. J'ai une création web qui a posé problème. Enfin, à un moment donné, donc, aucune de mes productions n'était sur le web. Il n'y avait rien sur le web. Et puis, il y a des Allemands. Donc c'est plutôt des chercheurs qui s'intéressent à la littérature numérique parce qu'il y a un milieu international, hein, mais effectivement il y a beaucoup plus sur le web. Donc ils s'intéressent et puis ils me contactent en disant bah, on voudrait voir vos œuvres. Alors je leur dis bah, écoutez, il n'y a pas de problème, hein, vous me donnez votre adresse, je vous envoie les trucs par la poste. Hein. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché sur le web. Puis ils m'ont écrit en disant on n'a rien trouvé. Et donc j'ai signé comme étant mon œuvre leur navigation. Et dans il y avait un groupe qui s'appelait Écriture à l'époque, écriture.org, donc c'était un endroit où on discutait beaucoup, et donc les gens ont dit mais il est fou Botz, c'est pas de la littérature, ça c'est pas... Et Annick Bureau a défendu en disant si c'est bien de la littérature web. Alors c'est un art web, ça je le sais au niveau je dirais scientifique. Il y a c'est une figure de rhétorique qui est déjà présente en littérature numérique, qui est la figure de l'inversion. La figure de l'inversion, c'est très simple. Par exemple, c'est Jean-Marie Duthé qui, le premier, a fait une œuvre qui fonctionne sur la figure de l'inversion. C'est l'interface qui devient le contenu. Et le contenu qui ne sert qu'à faire jouer l'interface. Bah là, c'est quoi? C'est une inversion entre nœud et lien.
C'est-à-dire que normalement, dans une œuvre sur le web, c'est typique les fictions hypertextuelles, c'est le lien qui est le contenu. Et donc, le lien, je dirais, c'est presque le vocabulaire, enfin. Et le lien, c'est la grammaire qui te permet de... Là, c'est une inversion. C'est-à-dire que le contenu, c'est leur navigation, et le lien, c'est... Oui, le contenu de l'œuvre, c'est leur navigation, et la grammaire, c'est ces liens, ces nœuds dans le web absents qu'ils recherchent. Et c'est bien mon œuvre. Parce que s'il n'y avait pas eu tout le reste qui est une absence sur le web, ils n'auraient pas cherché. Une esthétique de l'absence, tu vois. L'absence peut agir, mais la meilleure définition de l'esthétique de l'absence, c'est celle qu'a donnée Philippe Castelin. Il m'a dit on ne peut pas être absent de tout. C'est-à-dire que s'il y a absence à un endroit, il doit y avoir présence à un autre. Le principe des trous noirs et des fontaines de verre. Donc j'étais présent notamment au niveau recherche. Tu vois, je considère que mon activité de recherche qui explique notamment comment fonctionnent toutes ces choses-là, c'est une présence qui permet une absence de la production. Alors elle n'est pas absence tout le temps, hein, puisqu'il y a eu des présentations quand même dans une trentaine de pays, mais, dans des installations, des événements. Donc, mais elle n'est pas omniprésente et à ce moment-là, elle n'était pas présente du tout sur le web. Mais ça m'a fait plaisir que quelqu'un essaie de la trouver sur le web. C'était un choix. Ah oui, c'était un choix. Ah oui, c'était un choix. C'est le côté de l'invisibilité ou c'était un choix esthétique ou politique? C'est un choix très ancien, l'absence. J'ai eu des expériences en poésie visuelle très négatives. Par exemple, on a fait une installation, donc là c'était dans les années, quand je faisais de la poésie visuelle avec les systèmes à 2 niveaux, donc ça devait être 83 je pense, ou quelque chose comme ça. On fait une installation dans un parc naturel à Villeneuve-d'Ascq pour le 14 juillet, financé un peu par la mairie. Donc c'était Jean-Marie Duthé et moi. Lui fait des gigantextes sur l'eau, et moi je fais une installation sur un pont avec des bandes de plastique, enfin comment ça s'appelle ce truc, du tissu plastifié avec des mots, les tracettes, etc. Toute une installation liée sur le parcours de lecture. Il y a un mec qui arrive en vélo et qui dit, vraiment offusqué, que je mette ce genre de truc dans la nature, dans le parc. Bon, on va au feu d'artifice du 14 juillet, on venait de terminer, vraiment, je n'avais même pas eu le temps de prendre une photo. Je reviens, tout était saboté, il n'y avait plus rien. Tout était arraché, on en a retrouvé pendant 10 ans dans la mare, enfin vraiment, il a fait ça vraiment salopé. Et là, au lieu de me mettre en colère, je me suis dit, mais après tout, je n'ai pas à imposer une œuvre d'art dans un lieu public. Ce n'est pas à moi à le faire. Et tout le temps, c'est cette idée que ce n'est pas à moi à montrer les choses. Si les choses, donc c'est pour ça que j'ai pas de page Wikipédia, par exemple. J'ai toujours refusé de faire une page Wikipédia. C'est pas à moi à faire ça. Soit ça rentre au niveau culturel et d'autres le feront, soit ça ne rentre pas et ça restera anonyme, et du coup, j'aurais pas emmerdé les gens avec des trucs qui n'en valaient pas la peine. Donc, ça, et dans les premières installations qui ont suivi ça, je faisais mes installations derrière des portes. Donc les gens passaient, rentraient, il fallait vraiment qu'ils se retournent pour voir le truc. Il y a cette idée que je passe énormément de temps, mais vraiment. Enfin, quand on a commencé la littérature numérique, il fallait inventer le stylo, il fallait tout inventer. J'ai même inventé des parties de Windows, enfin, qu'on a retrouvées après dans Windows. C'est-à-dire comment, en tapant sur un clavier, on faisait des lettres graphiques. Ça n'existait pas en BASIC, il n'y avait pas ça. Donc il fallait le faire. Bon, enfin voilà, plein de trucs. J'ai passé énormément de temps, et donc je considère que je n'ai pas à donner au lecteur. C'est le lecteur qui doit faire un effort pour venir. C'est sa responsabilité. Et en même temps, c'est un acte de vie. C'est-à-dire, il trouve ou il ne trouve pas. Il sait ou il ne sait pas. Par hasard ou pas, ou voilà. Mais ce n'est pas à moi à aller vers lui. C'est à lui à aller vers moi. C'est un changement de paradigme total par rapport à ce qu'on attend de l'auteur. Complètement. Mais ça date d'une réflexion beaucoup plus ancienne, qui est une réflexion sur le capitalisme cognitif. Qu'est-ce qu'on demande dans le capitalisme cognitif?
c'est la machine de Pavlov. Il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et il faut produire et mettre dans les circuits où on montre. C'est pas pour que les gens lisent, d'autre côté. On montre pour faire vivre les gens qui font marcher les circuits qui montrent. C'est ça le capitalisme cognitif. Et moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc les gens trouvent pas, viennent pas. Ça agit. Encore une fois, le fait que quelque chose agisse, pour moi, c'est ça le fondamental. Et ça agit. Alors bon, ben voilà, c'est tout. Moi, je me fais plaisir, je suis content de ce que je fais. Il y a des gens qui trouvent ça vachement bien, ben, tant mieux, ils sont tombés dessus, ils voient, c'est bien. Il y en a d'autres qui me disent, monsieur, vous n'êtes pas poète. Alors ça, c'était c'est assez récent. La dernière fois que je suis allé en Tunisie, en colloque, tout ça, j'étais déjà connu quand même. Hein. Puis dans la salle, il y a un responsable culturel quand même, d'un centre culturel à Tunis. Je montrais des poèmes animés donc des années 90. Bon, là, on était dans les années 2010, quelque chose comme ça. Je veux dire, c'était pas. Puis il me sort ça. Putain, je lui ai fait un cours sur la poésie visuelle, concrète, est-ce que c'était, etc. Quoi. C'était. Comment un responsable culturel peut encore. C'est le cas typique, hein, on en revient là. Hein. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas de culture, qui ne sont pas dans l'histoire. Enfin bon. Donc voilà, donc j'ai encore des projets en littérature numérique, bien sûr, hein, et programmés. Et je peux dire quand même 2 mots sur cette histoire de quantique. Bien sûr. Je reviens bien sûr à mes premières amours, puisque je suis physicien quantique dès le départ. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans la programmation quantique, c'est que contrairement à la programmation classique, le quantique, c'est ce qui caractérise l'indécidable. C'est-à-dire, voilà, l'indécidable, quelque chose que tu ne peux pas décider. Or, l'indécidable, il y en a plein dans la vie. Il y en a plein. Je ne sais pas, savoir si tu es courageux ou si tu es lâche, comment tu peux décider ça? C'est au moment où il se passe quelque chose, où tu es obligé d'agir, et ça c'est la mesure, où ça s'impose à toi. Voilà, c'est comme ça. Tu es lâche ou tu n'es pas lâche. T'aimes ou t'aimes pas, au début, il n'y a pas de problème, t'es amoureux, puis à un moment donné, bon, il y a l'habitude, voilà, ça marche comme ci, comme ça, qu'est-ce qui se passe? T'aimes ou t'aimes pas, ou t'es là par habitude, ben, finalement, t'en sais pas grand-chose, et puis, ben, il y a un truc qui se passe, et là, t'as la réponse. Donc, c'est cette idée d'indécidable qui est cassée par la mesure, et la mesure, c'est pas une observation. La mesure, c'est un événement qui met dans un état. Qui casse cette indécidabilité. C'est pas du tout... l'exemple typique qu'on donne quand on parle donc de ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire ce mélange quantique de 2 états, c'est le chat de Schrödinger. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent cette histoire où il y a un chat et puis une goutte de poison, tout ça c'est dans une boîte, et puis est-ce que le chat il est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort? Et quand on ouvre la boîte, c'est la mesure. Sauf que cette idée-là, elle rend compte effectivement de l'intrication, mais elle met une erreur fondamentale en place, qui est que il suffit de faire une fenêtre et d'observer. C'est-à-dire qu'elle ne détruit pas l'idée que c'est l'observation qui donne la réponse. Mais non, dans la vie, t'es courageux, t'es pas courageux, tu peux pas l'observer. Tu te lèves du matin, t'es de bonne humeur ou pas, tu peux pas l'observer. C'est une mesure. Donc c'est la différence entre l'observation qui est « je regarde de l'inconnu » et la mesure qui est « je décide de l'indécidable ». C'est pas je décide, c'est quelque chose décide pour moi. Enfin, le système décide. Et donc pour cette poésie quantique? Alors pour cette poésie quantique, évidemment, si je regarde du côté de l'écran, en lecture numérique, il n'y a pas de différence entre l'utilisation d'un programme quantique et le random. C'est toujours, quand on veut repasser dans le classique, le quantique se manifeste toujours par des probabilités. Donc on pourrait se dire, c'est du random. Sauf que, et là j'en reviens au modèle du monde vécu, je t'ai parlé tout à l'heure d'un espace signifiant dans lequel il n'y a pas de signe et qu'on ne voit pas. C'est là qu'il est le quantique. Dans un ordinateur quantique, c'est on ne voit pas. Donc il faut donner du sens à ce qu'on ne voit pas. Et justement, le fonctionnement de ce qu'on ne voit pas, c'est justement le fonctionnement de l'indécidabilité que j'ai dans le monde vécu. Donc ça match. Le poème comme modèle du monde vécu, là le modèle il est dans ce qu'on ne voit pas. Et heureusement que j'ai toute une théorie sur l'absence et le fait qu'on ne voit pas, etc. Donc c'est une projection
de l'esprit qui donne du sens à ça et qui fait que le quantique est nécessaire. Alors que si on était dans le random, eh bien, on serait toujours dans assisté par, enfin, on n'est pas dans la cohérence interne de ce truc-là. Et le rendu d'un poème quantique est... Alors, donc, il n'y a pas de rendu spécifique au poème quantique, puisque c'est un random, donc tu fais un choix entre deux états. Donc, tu as plusieurs façons de le faire. Mais ça, c'est le piège de l'écran, c'est que de toute façon, ce que tu vas voir sur l'écran, c'est de l'analogique. C'est-à-dire, c'est du multimédia classique. Donc, tout ce que tu vois sur un écran, quelle que soit la façon dont ça a été fabriqué, ça aurait pu être fabriqué simplement à l'ancienne, à la main, tout, absolument tout, tout. Même chose en musique, tout ce que tu entends, tu n'as pas besoin de programme derrière. Tout ce que tu entends, c'est jamais que du son. Tout ce que tu vois, c'est jamais que de l'image, du mot, etc. Donc à l'écran, c'est pour ça que je disais que c'est l'animation de texte qui vraiment a ramené quelque chose qui n'existait pas avant dans l'analogique. Mais sinon, voilà, ce que tu vois, tu peux le faire en vidéo, tu n'as pas besoin d'un programme pour ça. Donc c'est vraiment, quand tu considères que le programme, c'est une partie du texte, et que tu n'es pas en situation de lecture numérique, la situation de lecture numérique est essentielle parce que c'est l'expérience vécue. Mais la métalecture qui te donne une vue plombante sur les deux, alors ça c'est autre chose, parce que là du coup le texte, c'est pas ce que tu vois à l'écran uniquement. Le texte, c'est le programme, et là tu vas voir que tu as la programmation quantique. Programmation quantique, c'est un ordinateur quantique, c'est un coprocesseur en fait, comme les coprocesseurs mathématiques. C'est-à-dire tu as une API en Python, donc tu écris du Python, et tu envoies des informations en disant tu me fais telle transformation, et puis à tel moment tu me fais la mesure. C'est tout, mais ça tu vas le voir. Et le programme quantique lui-même, les changements d'état, etc., c'est pas toi qui les programmes. C'est pas possible. Donc tu utilises une API, exactement. Mais de l'autre côté, tu vois aussi à un moment donné ce qui se passe. Donc quand tu as toutes ces choses-là, là, effectivement, tu peux te dire, bon ben, effectivement, dans ce que je ne vois pas, dans ce qui n'existe qu'au moment de l'exécution, et c'est très important que ça n'existe qu'au moment de l'exécution, parce que c'est bien la mesure, le fait que, tac, à tel moment, il y a un événement qui fait que. Je pense que dans la programmation quantique, tu ne peux pas gérer la temporalité, parce que les qubits sont trop instables. Mais donc ce que je vais faire pour l'écran, parce que quand même, il y aura une lecture numérique, c'est ce que j'appelle la pierre de poème, exactement comme la pierre de Rosette, c'est-à-dire la traduction dans plusieurs langages. Donc il va y avoir un texte narratif. Je pense que je vais démarrer sur l'amour, justement. J'aime pas, j'en sais rien. Bon. Donc un texte en langage naturel qui dit ça, et puis une traduction de ce texte dans une animation de texte. Et en même temps, le programme quantique, à un moment où là, on va voir, en fonction du texte, à quel moment devraient se faire les changements d'état dans le quantique, à quel moment je fais la transformation qui crée, au départ je pars sur un état amoureux, à quel moment je pars sur les deux autres états et à quel moment il y a la mesure. Je ne pourrais pas faire le programme quantique en temps réel, parce qu'encore une fois, mais en tout cas, le programme quantique il existera, donc j'aurai la donnée avant, mais je traduis après. Donc je pense que ça va être ça, avec une vision du programme quantique. Les programmes quantiques, c'est du dessin. La programmation quantique, c'est une programmation graphique. Donc, avec des symboles particuliers, mais c'est une programmation graphique. Donc ça, tu peux le donner, même l'animer, ça marche bien. L'animation de texte, et puis, donc je pense faire un truc comme ça en trois parties, voilà, pour démarrer. Quoi. Bon, on espère le voir bientôt, dans Docs. Ouais, pourquoi pas, ou avant, j'en sais rien. Mais bon, il faut que j'apprenne le Python, déjà. Pas beaucoup en Python, et puis il faut que je me remette à reprogrammer des animations de texte en JavaScript, là je vais le faire. J'ai déjà une bonne boîte à outils que je me suis faite, mais bon, il faut refaire tout ça, et puis voilà. Bah, mais voilà, quoi, j'en ai jusqu'à ma mort, quoi, avec tous les projets que j'ai, et puis mettre à disposition du coup maintenant tout ce que j'ai fait. C'est déjà à disposition, enfin ça existe, mais ce serait bien de ramasser tout ça à un endroit où les gens peuvent faire la relation entre tout ça, quoi. Merci Philippe. Bah écoute, c'est moi qui te remercie, c'était très agréable.